Vous nos invités dans cette nouvelle édition du Mérite panafricain sur ce plateau central de la télévision panafricaine. Nous sommes avec Samuel Junodor-Yumbi. Bonsoir et bienvenue. Oui, bonsoir mon cher Junior Wafo et bonsoir mon copanéliste monsieur Jonathan Bataken. Et un grand bonsoir particulièrement à toute la jeunesse panafricaine, celle qui nous écoute, celle qui nous regarde, celle qui depuis que la chaîne Afrique Média existe, nous avons des milliers de téléspectateurs africains, en particulier jeunes, dont nous sommes très fiers de faire ce grand constat aujourd'hui. Et un grand bonsoir à tous les techniciens, bonsoir monsieur le PDG d'Afrique Média, bonsoir encore monsieur Junior Wafo. Merci à vous Samuel Junodor-Yumbi, également avec nous sur le plateau. Jonathan Batengene, bonsoir et bienvenue. Bonsoir monsieur Wafo, bonsoir à monsieur Yumbi, bonsoir à tous les techniciens qui sont en pied d'œuvre pour que l'émission se passe dans de très bonnes conditions. Bonsoir à la direction générale d'Afrique Média, le PDG qui fait un travail remarquable pour que cette chaîne reste debout et avance toujours dans la ligne panafricaine. Bonsoir aux autorités du Cameroun, aux forces de sécurité et de défense. Un bonsoir particulier pour le travail remarquable abattu dans le cadre de l'unité et l'indivisibilité de ce cher et beau pays. Merci à vous, cher Jonathan. De l'autre côté, nous sommes avec Linda Larbaoui. Bonsoir et bienvenue, chère Linda. Est-ce que Linda Larbaoui est là? Bonsoir, Linda. Eh bien, on va sans doute revenir vers Linda Larbaoui. Est-ce qu'on a au moins Issa Diawara? Bonsoir, cher Issa. Bonsoir à vous. Cette invitation, eh bien, les derniers réglages vont être faits du côté de la technique, mais avant, on va sans plus tarder rentrer de plein pied dans cette émission avec le concours de la réalisation. On va prendre, quand on parle bien sûr du sujet d'entrée, c'est l'élection présidentielle du côté de la France. Nous le disions, le débat d'entre-deux tours entre le président sortant Emmanuel Macron et la candidate du Rassemblement national, Marine Le Pen, a finalement eu lieu du côté de la France. Les Français se rendront dans les urnes dimanche prochain pour voter et choisir le futur président de la République. On prend l'élément avec le concours de la réalisation qui nous fait, en tout cas, qui revient sur les temps forts de ces débats d'entre-deux tours, et on reviendra par la suite pour en parler sur ce plateau avec nos invités. Le peuple français me fait l'honneur de m'apporter sa confiance dimanche prochain. Je serai la présidente du régalien, c'est-à-dire de la renaissance démocratique, des protections collectives, de la liberté, de la souveraineté et puis de sa sécurité. Nous devons et nous pouvons rendre notre pays plus indépendant et plus fort. Par son économie, par le travail, par la recherche, l'innovation, par sa culture. Je pense aussi que nous pouvons et nous devons améliorer les vies. On voit bien que la mesure que je propose d'augmentation des revenus est quelque chose qui est capable d'améliorer la vie quotidienne des Français. Mais vous n'augmentez pas les revenus parce que vous n'administrez pas les salaires. Mais oui, mais vous n'administrez pas les primes non plus, monsieur Macron. Non, mais au moins, j'enlève, j'incite et j'enlève les charges et les impôts. Mais ce que je veux dire par là, c'est que j'assume pour le coup cette mesure et je rends obligatoire le mécanisme. Mais vous n'augmentez pas de 10% les salaires. Est-ce que je peux revenir au blocage des prix, Madame Le Pen? Parce que je suis content d'apprendre que vous le maintenez. Mais vous avez voté contre quand il est passé à l'Assemblée. Pourquoi? Parce que je souhaite changer le système de fond en comble. La TVA à 0% sur les produits alimentaires que vous proposez, c'est pas une mesure efficace. Parce qu'elle est très peu répercutée. Plusieurs instituts indépendants ont d'ailleurs dit ça fera 13 € par an, enfin donner des chiffres très bas. Je me risquerai même pas sur ces chiffres. Mais vous vous souvenez que c'est parce que vous avez augmenté les taxes sur le carburant que ça a déclenché d'abord des problèmes de pouvoir d'achat pour les Français, mais également la crise des gilets jaunes. Eh bien, vous avez suspendu cette hausse, vous l'avez suspendue, vous ne l'avez pas retirée d'ailleurs. Ce qui avait été voté en 2015. Vous ne l'avez pas retirée de la loi, donc elle pourrait éventuellement demain reprendre la trajectoire d'augmentation que vous aviez envisagée. Non, puisque c'est moi, ce l'engagement que je veux, c'est 2018. rendre leur argent aux Français. Nous vivons des moments qui sont d'une extrême gravité, puisque la Russie a décidé d'accroître son offensive et que les prochaines heures, les prochains jours
seront marquées par une offensive de plus en plus massive sur l'est de l'Ukraine, donc le Donbass, sur Mariupol, avec les drames humains comme ceux que nous avons pu constater dans plusieurs villes. C'est pour... J'étais d'accord, moi, sur l'intégralité des sanctions qui ont été prises contre les oligarques, contre les banques, contre tout cela. La seule sanction avec laquelle je suis en désaccord, c'est le blocage de l'importation du gaz et du pétrole russe. Pourquoi ? Parce que je pense que ça n'est pas la bonne méthode, ça n'est pas ce qui fera du mal en réalité à la Russie, et que surtout ça va faire énormément de mal au peuple français. On ne peut pas se faire harakiri avec l'espoir en réalité de faire du mal financièrement à la Russie qui très certainement ira vendre son gaz et son pétrole à d'autres pays. Ce que vous venez de dire, complètement le contraire des positions que vous avez historiquement tenues. Vous avez été, je pense, l'une des premières responsables politiques européennes, dès 2014, à reconnaître le résultat de l'annexion de la Crimée. Vous l'avez fait pourquoi ? Et je le dis avec beaucoup de gravité ce soir, parce que ça, pour notre pays, c'est une mauvaise nouvelle. Parce que vous dépendez du pouvoir russe et que vous dépendez de M. Poutine. Parce que quelques mois après avoir dit cela, Mme Le Pen, vous avez contracté un prêt en 2015 auprès d'une banque russe, la First Czech Russian Bank, proche du pouvoir, en septembre 2014. Puis vous avez ensuite reboutiqué ce prêt auprès d'autres acteurs. Tout ça est totalement transparent, connu, notifié, notarié, qui sont impliqués d'ailleurs ensuite dans la guerre en Syrie. Et donc, vous ne parlez pas à d'autres dirigeants, vous parlez à votre banquier quand vous parlez de la Russie. Je suis une femme absolument et totalement libre et que je défends parce que je suis une patriote et que je l'ai démontré toute ma vie. La France et les Français, toujours, en toutes circonstances. Il y a 5 ans, je note que 80% du programme n'était applicable que si on sortait de l'euro. On avait tourné autour de l'euro et de l'écu, on n'avait pas bien compris ce qui se passait. Je comprends qu'aujourd'hui, vous voulez en sortir toujours, puisque vous n'avez pas tellement changé de programme, mais vous ne le dites plus. Moi, je crois dans l'Europe et je crois dans le couple franco-allemand. Je souhaite rester dans l'Union européenne. Je souhaite profondément la faire modifier pour effectivement faire émerger une alliance européenne des nations. Votre projet, quand on remet brique à brique les choses en place, c'est un projet qui ne dit pas son nom, mais qui consiste à faire sortir de l'Europe. Il y a un nom, il s'appelle l'Europe des nations. Oui, mais enfin, si c'est que l'Union européenne, vous sortez de l'Union européenne, Mme Le Pen. Non, mais pardon de vous le dire, que quelqu'un qui parle de préférence nationale contre l'Europe, ce que vous venez de faire, en expliquant que donc le marché européen finito, que pareil sur les marchandises, puisque vous remettez des contrôles aux frontières en remettant autant de douaniers qu'en 1990. C'est faux, monsieur. C'est dans votre programme, hein, dans votre programme. Je l'ai là, je l'ai regardé précisément. Et vous me parlez de rabougrissement. Vous êtes nationaliste qui est plutôt pour le rabougrissement sur les frontières nationales. La retraite à 65 ans, c'est une injustice absolument insupportable, monsieur Macron. Envisagez que les Français partent à la retraite alors qu'ils ne seront plus capables d'en profiter. Pour se faire élire, c'est plus simple de dire qu'on revient sur une réforme antérieure, ce que vous faites. Mais vous revenez sur un système qui n'est déjà pas équilibré. Donc soit vous avez des impôts cachés, soit vous allez mettre en péril les pensions des retraités. L'augmentation de la productivité est de 0,1%, alors qu'elle est de 1,8% pour l'ensemble des pays de l'OCDE. Donc, le Mozart de la finance, c'est comme ça qu'on vous avait présenté, je ne dis pas que vous étiez présenté, mais on vous avait présenté à un bilan économique. Parler de remettre en cause le modèle de libre-échange et de nos importations qui nous posent plus de problèmes, et en termes de déficit commercial que vous évoquiez tout à l'heure, et en termes de bilan carbone, c'est notre dépendance aux hydrocarbures. Et vous avez proposé la plus grosse subvention aux hydrocarbures possible, puisque vous baissez la TVA sur ces derniers. Donc je dis juste que votre programme, il n'y a ni queue ni tête à cet égard. Vous êtes climato-sceptique. Bon. Donc c'est net. Oui, vous avez dit d'ailleurs qu'avec vous, la neutralité carbone 2050, c'est-à-dire les jalons des accords de Paris, ça ne marche pas. Moi j'ai été frappé une fois encore par le rapport du GIEC, et j'ai à la fois un bilan, mais je veux aller beaucoup plus vite. Je suis absolument pas climato-sceptique, en aucun cas, mais vous êtes un peu climato-hypocrite. C'était là ce qui a été considéré comme les temps forts de ce débat d'entre-deux tours entre le président sortant français Emmanuel Macron et la candidate du Rassemblement national. C'est donc là
le premier sujet qui nous intéresse ce soir. Mais avant, vous le savez, c'est le mérite panafricain des chefs d'État. Une fois que on aura débattu sur ce plateau, on ira du côté du standard pour permettre à nos téléspectateurs de donner leurs avis sur l'un des deux sujets. Et avant de donner votre avis, chers téléspectateurs, vous devez voter pour l'un des chefs d'État en lice dans cette compétition avec le concours de la réalisation. On va peut-être faire un tour de ces chefs d'État qui sont en compétition pour ce mérite panafricain. On a le chef d'État de Madagascar, Andry Rajoelina, pour qui vous pouvez voter. On a également le président du Burundi, le général Évariste Ndayishimiye. On a le professeur Faustin Touadéra de la République centrafricaine, le roi Mohamed VI, roi du Maroc. On a également le roi Mswati de l'Iswatini, le président Obiangema Mbasogo de la Guinée équatoriale. On a le chef de l'État du Cameroun, son Excellence Paul Biya, le président rwandais Paul Kagame également de la partie, Yoweri Museveni de l'Ouganda également de la partie. Eh bien, chers messieurs et dames, on va, avant de retrouver Linda Larbaoui de l'autre côté, souhaiter quand même la bienvenue au prof Jean-Paul Mbelek qui nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir et bienvenue, prof. Bonsoir, mon cher Wafo Junior. Bonsoir mes copains Yumbi et Watengene. Bonsoir Linda Larbaoui. Et bonsoir à tous les autres et bonsoir bien sûr à l'équipe technique et à tous les téléspectateurs du mérite panafricain des chefs d'État. Merci à vous. Merci de m'accueillir une fois de plus. Merci à vous, prof Jean-Paul Mbelek, d'avoir répondu à cette invitation. Eh bien, Linda Larbaoui, on vous retrouve donc. On a, avec le concours de la réalisation il y a quelques instants, passé en revue quelques temps forts de ce débat d'entre-deux tours entre Macron, le président Emmanuel Macron et la candidate du Rassemblement national, Marine Le Pen. D'après vous, vous qui avez sûrement écouté très attentivement ce débat, lequel des deux vous a semblé plus pertinent ? Pertinent, je dirais, monsieur, bonsoir à tout le monde. D'abord, monsieur, bonsoir à vous, à monsieur Mbelek et à tous les panafricanistes qui nous écoutent, à la régie. Le plus pertinent, c'est Macron. Et je dirais un mot sur le dernier voyage, justement, de son ministre des Affaires étrangères, Le Drian. Apparemment, il a dit aux Algériens qu'après les élections, si Macron est élu, la politique étrangère va complètement changer. Voilà. S'il y a un débat sur Afrique Média là-dessus, j'aimerais bien m'exprimer parce qu'il y a des choses à apporter là-dessus sur ce voyage-là. Donc le plus pertinent, c'est Macron. Il est, malgré qu'il est jupitérien, il était beaucoup plus objectif que Marine Le Pen qui, elle, veut couper avec tout le monde. Elle veut la France pour les Français et elle veut éliminer tout le monde. Et cette fois-ci, pour cette élection, il y a eu quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'il y a eu une mobilisation de la part de la diaspora africaine. C'est jamais arrivé à ce que la diaspora vote en masse comme ça. Et croyez-moi que ça faisait 1 an que les Algériens travaillaient dessus, la diaspora algérienne travaillait dessus, et apparemment ça a porté ses fruits. Et c'est pour ça qu'on voit, il y avait presque un équilibre entre les 3 premiers candidats, c'est-à-dire Macron, Le Pen et Mélenchon derrière. La différence n'était pas énorme. Et c'est la diaspora qui a joué ce rôle. Donc Marine Le Pen, il faut qu'elle sache une chose, que ces néocolonialistes là qui sont avec elle et l'armée française, une bonne partie de l'armée française qui est avec elle et qui la soutient et qui même a voulu faire un coup d'État l'année dernière, il faut qu'elle sache une chose, que quand c'est fini pour les étrangers en France, c'est fini aussi pour les étrangers en Afrique. Donc la France, c'est prends tes valises et casse-toi. C'est ça, il n'y a plus de collaboration. Aujourd'hui, on peut remplacer les Français, la technologie des Français, les voitures des Français, on peut tout remplacer. Et c'est en train de se faire. Et c'est ça que, je dirais pas que Marine Le Pen ne le sait pas, elle le sait très très bien. Son père, c'était qui? Son père a perdu son œil où? Il l'a perdu en Algérie, son œil. Son œil est enterré là-bas. Donc, il connaît l'Afrique. Et elle sait ce qu'il y a, les enjeux de l'Afrique, elle les connaît. Elle était pour l'Algérie française. Son père était pour l'Algérie française. Son père était avec les putschistes. Pourquoi? Parce qu'ils connaissent
ils savent quels sont les enjeux en Afrique. Mais aujourd'hui, elle veut la France sans les Africains. Mais le problème, c'est que Marine Le Pen veut aussi l'Afrique sans les Africains. Et ça, ce n'est pas possible. Ça, ce n'est pas possible. Aujourd'hui, en tant qu'Algérienne, je peux dire qu'il y a 6 millions de binationaux algériens en France. Ça peut faire basculer un vote. Ils sont dans une catastrophe, ils se rendent même pas compte. Ils se rendent pas compte. Les Français ne se rendent pas compte parce qu'ils croient, c'est utopique ce qui se passe réellement entre le Macron et Marine Le Pen. Les deux agendas, les deux programmes, c'est utopique, ça ne peut pas se réaliser. Ce n'est pas comme ça que le monde marche maintenant. Depuis la rencontre Poutine et puis le président chinois, moi je l'avais annoncé avant la guerre en Ukraine, j'ai dit c'est le nouveau monde qui s'est dessiné. Il y a eu des accords secrets, ça c'est sûr, et on le voit aujourd'hui. Les Américains sont effacés, ils essayent un petit peu d'intervenir en douce, ils envoient des armes sans vouloir les envoyer directement. Donc il y a tout ce micmac qui se passe et la France veut se situer. La France, ça fait longtemps qu'elle a perdu son hégémonie. Elle l'a perdu quand il y a eu la Deuxième Guerre mondiale et quand ils étaient tous avec les fascistes, les nazis. Et elle l'a perdu en dernier, c'est-à-dire là où c'était le coup de grâce, c'est Sarkozy qui l'a donné lors du traité de Lisbonne. C'était le traité de Maastricht qui était refusé. Donc Macron, à l'époque, Sarkozy l'a maquillé, il a fait passer un autre traité. Et aujourd'hui, il n'y a plus d'armée française, il n'y en a plus, il n'y a plus une armée comme celle qu'on a connue par le passé et qui existait dans les années 50, 60, c'est fini. Il n'y a plus de régiment disciplinaire en France. Il n'y a que des soldats qu'on décore parce qu'ils ont fait des études, parce qu'ils ont des diplômes, ils sortent avec des valises, mais ils savent pas ce que c'est qu'un combat. Et ça, c'est pas une armée. Donc Marine Le Pen, elle perd complètement la boussole. Et puis, elle veut se débarrasser des Africains et en France et en Afrique. Et ça, on peut lui dire qu'elle peut se mettre le doigt dans l'œil. Pour cette première intervention, on va donc revenir sur le plateau avec Samuel Dionedor-Yumbi. Eh bien, cher Samuel Dionedor-Yumbi, on a écouté en tout cas un extrait des temps forts du débat d'entre-deux tours entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Linda Rabaoui semble avoir été convaincue par Emmanuel Macron. Pour vous, qui vous a semblé très précis sur les chiffres et la clarté de son programme? Et tout d'abord, je vais dire, l'élection qui se passe en France, nous qui sommes africains, nous ne pourrons pas nous ingérer dans leurs élections. Mais le regard que j'ai porté en les écoutant, c'est tout simplement deux mythomanes qui sont en train de voir que leurs intérêts, qui ne regardent pas l'intérêt de l'Afrique, tout simplement parce qu'ils sont en train de vouer et de tromper tout le peuple français en particulier et en général les peuples européens, parce que tous n'ont que la même donne et la même logique d'une mondialisation où ce sont les peuples, ce sont les populations qui vont en payer le prix, ne serait-ce que aux droits de l'homme en France, qui concerne la liberté d'expression en France, partout. Et nous voyons que dans ce bilan économique aussi, il est artificié dans tout ce qu'il a créé comme désordre, en voulant démontrer que la France était au toit du monde, la France pouvait faire la guerre, la France est un pays souverain, la France est un grand pays, mais ça a créé tout ce que nous voyons aujourd'hui en Ukraine, que c'est lui qui est à l'origine de toute cette catastrophe, parce qu'il n'a pas voulu, en tant que ce pays France, comme disait un grand pays, faire accepter les accords de Minsk. Et où nous voyons en face de Madame Marine Le Pen, c'est une qui a une visée sur les Français, la France est pour les Français, mais elle oublie que tous ceux-là qui sont d'origine, de double nationalité, qui sont français, qu'est-ce qu'ils deviendront? Donc vous voyez qu'enfin, quelque part, au niveau de la tactique que Marine Le Pen a voulu tirer les Français pour avoir l'électorat pour elle, et on trouve un peu que c'est réalisable, parce que il faut le dire, que la France est un pays nationaliste, c'est un pays raciste.
Donc il y a plus des Européens, ils sont racistes et entre eux, ils le savent bien. Donc c'est un électorat qui est ouvert, où il y aura un jeu pendant les élections le dimanche. Le jeu il est ouvert, mais au fait tous les deux, et nous voyons que c'est des débats de deux mythomanes et nous attendons voir qui va gagner le dimanche. Nous verrons et nous serons toujours dans notre débat, dans notre défi, dans notre combat pour la souveraineté totale du grand continent africain. Parce que aujourd'hui, en écoutant tous les deux, nous ne trouvons personne qui rassure l'opinion africaine quelque part, de nous faire sentir que que nous avons en partage une symbiose d'une relation d'une coopération entre la France et l'Afrique, mais quand vous voyez le fond de la chose, c'est que l'Afrique ne les intéresse pas. Mais nous avons souvent ici en Afrique, c'est un chef d'État, quand il veut faire des bels exemples, il veut toujours s'associer et se montrer comme si l'Europe c'était la clé pour qu'il puisse être élu. Mais aujourd'hui, nous sommes face à cette réalité et qui interpelle directement la conscience des Africains que la France fait son élection et ne pense pas aux Africains, plus par contre elle met les Africains hors de leurs enjeux, dont c'est un peuple, ce n'est plus encore à nous aujourd'hui, jeunesse panafricaine, de soutenir encore ces chefs d'État qui ne sont pas panafricains, parce que nous devons faire des élections panafricaines avec des enjeux panafricains, comme ça se passe ainsi sur le plateau quand on voit ces deux candidats pour la France. Donc quelque part, les enseignements que nous pouvons en tirer, c'est que les élections, elles sont franco-françaises et dorénavant, nous allons empêcher ces candidats africains qui veulent se rapprocher des pays européens pour se faire élire en Afrique, parce que les élections seront africaines, panafricaines, et c'est ce que nous pourrons tirer dans ce débat que nous avons vu. Et peut-être que s'il faudra revenir dessus, je pourrais tout simplement dire, laissons-les faire les élections et continuons notre combat. Merci à vous, Samuel Dionedor Yombi. Eh bien, Jonathan Batengene, débat de deux mythomanes. D'après Samuel Dionedor Yombi, il n'y a rien pour nous de ce côté-là. Il faut quand même noter qu'on n'a pas beaucoup parlé d'Afrique dans ce débat d'entre deux tours entre Emmanuel Macron, le président sortant, et Marine Le Pen. Est-ce que, d'après vous, c'est un hasard? Non, pas un hasard. L'Afrique ne les intéresse pas au sens de c'est un dossier qu'il faut mettre au cœur. L'Afrique, c'est la mafia. Dans la politique française, l'Afrique, c'est la mafia. C'est le dossier qu'on gère dans les coulisses. C'est le dossier qu'on gère après avoir géré les dossiers électoralistes. L'Afrique, ça ne vend pas en matière de campagne électorale. Parler de projets de développement en Afrique, ça intéresse le FMI, l'UNESCO, l'UNICEF. On va prendre une image d'un enfant famélique avec une mauve au nez qui est pendante, avec un caleçon, tenant une baguette, une broutille de pain ou bien un gobelet, et avec un regard perdu dans l'horizon autour de décombres. On dit voilà l'image de l'Afrique. Ça, c'est ainsi qu'on regarde l'Afrique sous le prisme occidental. Ce n'est pas un sujet de campagne électorale. Nous allons aider les Africains, on sait que c'est de l'humanisme. Ça se fait naturellement. Donc, il n'y a rien à tirer pour les Africains de cette affaire. Déjà même que ceux qui avaient traité de l'Afrique étaient des menteurs, pour la plupart. L'un des plus illustres, Jacques Chirac, en 2003, il disait qu'il fallait il fallait apporter plus de soutien à l'Afrique. Et quelques mois après son élection, Chirac était allé nous dire que, en fait, même, je dis en 97, après son élection, Chirac allait dire, bon, maintenant qu'il a été élu, en 2003, il dit, il y aura un nouveau système en Afrique, c'est que vous aurez maintenant la Cour européenne des droits de l'homme qui sera regardante sur les pays africains. Et la Cour européenne des droits de l'homme, étrangement, n'a des cibles que les présidents africains. C'est-à-dire ce n'est pas une cour pour les Européens, c'est une cour pour les Africains. C'était comme ça qu'ils ont fabriqué cette affaire. L'élection en France n'est pas d'un grand intérêt pour l'Afrique, si ce n'est du point de vue géopolitique. Du point de vue géopolitique, il y a un élément qu'il faut regarder. Il y a la question du nouvel ordre mondial qui se pose en France.
C'est en cela que ça intéresse les stratèges africains. Beaucoup moins que le peuple. Hein. Nous, vraiment, le peuple qui nous observe, qui à ce soir nous suit, ne se sent pas concerné par le débat. Mais par contre, du point de vue géopolitique, on peut leur montrer quel est l'intérêt. En fait, M. Macron est le candidat du système mondialiste en France. C'est ce qui a été très bien prouvé. Les États-Unis ont clairement affiché un soutien à Macron. Il faut noter que depuis la gestion de M. Macron, l'adresse du gouvernement français, .gov, le gouvernement français, son adresse, son URL est logé aux États-Unis. L'ensemble des ministères français ont désormais comme celui qui interface une enseigne américaine, états-unienne. Et la DGSI, la DGSE et tous les services de sécurité français sont tous désormais sous une interface états-unienne. Ça veut dire que le processus de colonisation de la France par les États-Unis est désormais très avancé. Ce processus n'a pas commencé aujourd'hui, il a commencé avec le plan Marshall, il faut le préciser. Toutefois, aujourd'hui, ce qu'il y a de fondamental avec Macron, c'est que ce système est poussé à un niveau où les acteurs sont désormais connus et usent de leur appui dans la sphère médiatique pour présenter Macron effectivement comme le meilleur candidat. Vous savez, Zelensky, un des soutiens mondialistes de Macron, c'est Zelensky. Un des soutiens mondialistes de Macron, c'est Olaf Scholz. Un autre soutien mondialiste de Macron, vous allez voir, c'est M. Sanchez de l'Espagne. Toutes ces personnes se sont exprimées en faveur du vote de Macron. Ça veut dire que, du point de vue des mondialistes, Macron est l'équation nécessaire pour continuer à marcher avec la France, main dans la main, dans un amour romantique digne des premiers jours d'un jeune adolescent. Donc, ils sont dans cette vision et ils veulent à tout prix que Macron gagne l'élection en France. Et qu'est-ce qui se passe? Vous savez que l'une des journalistes, la dame là, Léa Salamé, elle est la fille d'un monsieur qui a été vice-président de l'Open Society de George Soros. Ça veut dire que l'Open Society y trouve également un intérêt. D'ailleurs, Macron sort des cabinets McKinsey. Macron est le fruit d'une construction des cabinets McKinsey et plusieurs membres de son gouvernement sont des anciens de McKinsey. Il y a également un élément majeur, la gestion de la crise Covid. Vous savez, il y a la question il y a les enjeux mondialistes de demain qui sont posés avec cette élection française. Il y a le premier enjeu, c'est les sanctions contre la Russie. Seront-elles maintenues? Seront-elles même accrues? Ou bien seront-elles levées? Avec Marine Le Pen, le risque d'une sortie de la France du blocus de Moscou risque de fragiliser cette union au niveau de l'euro. Le deuxième élément, c'est la question du vaccin anti-Covid. Ah, j'ai dit vaccin. Du pseudo-vaccin anti-Covid. Le pseudo-vaccin pose tellement de problèmes que les revendications populaires sont en train de mettre en doute l'efficacité, mais surtout c'est basé sur des statistiques, hein, donc au vu des effets secondaires qui sont désormais reconnus et imputés au vaccin, au pseudo-vaccin, il serait plutôt de bon ton de voir l'OMS rebrousser chemin et demander en rétropédalage d'enlever ces liquides de la circulation. Demander même pardon. Et demander peut-être pardon et obliger les 10 laboratoires à indemniser les personnes qui sont victimes d'effets secondaires. Que non. L'élection française va déterminer la montée en puissance du dispositif qu'on appelle désormais l'identité vaccinale. Une identité qui sera basée sur
le respect sur la question du pass vaccinal. Il y a des enjeux de demain qui sont des enjeux bioéthiques qui sont en train d'être posés. Il y a le monde néolibéral dans sa version états-unienne au niveau de l'économie et surtout la question des pays africains qui va se poser. Vous savez, Ursula von der Leyen a déclaré la guerre aux pays africains en leur disant que ceux qui n'avaient pas voté contre la Russie seraient sanctionnés. Mais puisque le gendarme déclaré par les États-Unis de l'Afrique est aujourd'hui en situation électorale, les États-Unis n'ont pas encore activé le volet sanctions en Afrique. Ils sont encore en train de mesurer les pays qui vont rentrer. Il faut rappeler que le Mali a été, au niveau de la Banque mondiale, a déjà subi un élément de ces sanctions. On a refusé de décaisser l'argent qui devait permettre de financer certains projets au niveau de la Banque mondiale et du FMI. On va sortir un peu. Donc il y a cet aspect qui devrait être géré. Alors, oui, dans le débat, si on regarde la politique française intrinsèquement, c'est-à-dire dans l'absolu, Macron et Madame Le Pen, il est clair que rien que par, et la fois dernière nous l'expliquions, rien que par l'histoire du Front National, le Front National devient le diable haïssable. Mais si on prend la confrontation Macron-Le Pen dans les dynamiques géopolitiques actuelles, ça prend une autre tournure. Madame Le Pen devient beaucoup plus fréquentable et beaucoup plus acceptable pour les questions de demain que monsieur Macron. Donc, nous pouvons avoir cette lecture sans toutefois, parce que nous sommes très attachés au principe de non-ingérence dans les affaires internes d'un pays. Les Français vont devoir voter leur chef de l'État, peu importe que ce soit Marine ou monsieur Macron. Nous n'attendons rien de cela. Nous allons mener notre combat comme si c'était le même. Et ça ne sera pas beaucoup moins rude avec Marine qu'avec M. Macron. Nous allons continuer, nous allons monter en puissance. Le combat continue. Oui, nous allons toujours monter en puissance jusqu'à ce que nos peuples soient libres. Mais cette lecture géopolitique, on ne peut pas se permettre de l'ignorer. Merci à vous, Jonathan Batengene. Eh bien, professeur Mbelek, je me retourne vers vous à présent. On a écouté les interventions des uns et des autres, de ce qu'on entend. On peut aisément partager l'avis de ces Français-là qui ont pensé en tout cas, après ce débat d'entre-deux tours, que Marine Le Pen ne voulait pas vraiment être vainqueur de cette élection présidentielle, parce qu'il faut dire que lors de ce débat, elle n'a pas attaqué frontalement le président sortant Emmanuel Macron sur les casseroles qu'il traîne depuis le début de son mandat. Il faut dire qu'elle n'a pas attaqué sur l'affaire Benalla, elle n'a pas attaqué sur le scandale récent, le gigantesque scandale du cabinet McKinsey. Et certains Français pensent que Marine Le Pen était dans ce débat en train de vouloir se garder une certaine position de leader de l'opposition pour permettre au président français Emmanuel Macron de continuer, de prendre un deuxième mandat et arroser par la suite ceux qui ont participé au débat politique. Est-ce que d'après vous, vous pensez que la candidate du Rassemblement national a vraiment voulu remporter ce débat? Votre préalable, avant de me donner la parole, je le trouve très juste. Je veux préciser d'abord que je dis une chose. J'ai près de 50 ans de vie en France. Autant dire que je suis presque français, sauf que je ne suis pas né là-bas. Je ne suis pas de nationalité française, comme Linda là-bas, oui. Bonsoir Linda. Malgré tout ce vécu, je n'ai jamais été français. Vous pensez bien que pendant tout ce temps, j'ai vécu en France, depuis la prime jeunesse, j'ai fait l'école primaire là-bas. Hein. J'ai fait le lycée, j'ai fait l'université, jusqu'avant mon doctorat. J'ai travaillé au centre d'études nucléaires de Saclay, au commissariat d'énergie atomique, dans la partie recherche fondamentale. J'étais au service d'astrophysique. Donc, j'ai fait des missions pour la France tout en étant camerounais. Donc, je lui ai dit que la nationalité française m'a été proposée depuis tout petit plusieurs fois. Il fut une époque, quand on était jeune, où c'est la France qui demandait à ceux qu'on appelle maintenant des immigrés de devenir français. Parce que la tendance n'était pas à devenir français. La plupart des immigrés pensaient rentrer chez eux. Alors, je vais raconter une petite anecdote. Je me souviens une fois, notre papa nous a réunis. Il a commis une très grande erreur.
Si mes frères et mes soeurs m'écoutent, ils s'en souviendront. Et ils demandent à chacun son avis, et l'assistance sociale insiste, il faut qu'on devienne français, que ce chacun en pense. Ils ont tous donné leurs arguments. Et je suis le dernier à prendre la parole. Et moi j'ai dit, vous pouvez devenir français tous, moi je refuse. Sur ce, mon papa a dit qu'il faut argumenter. J'ai donné mes arguments. Vous voyez pourquoi d'où vient la traduction mathématique. Il faut justifier. Et j'ai justifié. Linda, je rappelle qu'à cette époque-là, j'avais dans les 14 ans, je lisais, 13 ou 14 ans, je lisais El Moudjahid. C'était pendant la guerre de l'Angola. Et c'est moi qui faisais le compte rendu de El Moudjahid à mon papa. J'achetais le quotidien algérien El Moudjahid à la gare du Nord. C'est à la gare du Nord qu'il se vendait. Il allait à la gare du Nord acheter et je lisais, je rendais compte à mon père. Je vais donner mes arguments. Premier argument, c'est que les gens sont morts pour l'indépendance, je n'irai pas cacher sur leur tombe. Les Oumniobé, ici au Cameroun, les Moumiers, les Wandier plus tard, etc. Et les Ousenda Fana, ils sont morts, je ne peux pas cracher sur leur tombe. Ils ne sont pas morts pour rien. Donc, pour devenir français, si vous voulez, moi je refuse. Et donc, chemin faisant, même avec les années, les collègues, on va t'appuyer, j'ai toujours refusé. Avec ça, tu auras tel facile. J'ai toujours refusé. Même des collègues étrangers me disaient que, ne serait-ce que pour faciliter ta vie, avoir de meilleures positions dans la recherche, j'ai dit, je refuse. Je préfère à chaque fois faire la queue et demander ma carte de séjour. Et c'est vrai. Parce qu'ils sont très méprisants, ils sont même insultants, quelque part, vis-à-vis. Tu fais la queue à 5 h du matin, tu peux arriver à 8 h, on te dit que c'est bon, c'est plein, il faut rentrer chez soi. J'accepte ça, il n'y a pas de problème, parce qu'aujourd'hui, j'ai ma carte valable 10 ans. Maintenant que j'ai fait ce préalable, c'est pourquoi on comprenne bien. Eh bien, Jonathan, contrairement à toi, je pense que nous sommes habilités à nous intéresser à la vie politique française à plusieurs titres. Parce que eux, d'abord, s'intéressent, ils s'immiscent dans nos affaires. Ils s'immiscent dedans. Et ils ont assassiné beaucoup de nos dirigeants. Je parlais tout à l'heure de nos héros nationaux, nous les Camerounais, sans compter les Algériens. Ça, c'est number one. Le dernier en date qu'ils ont assassiné, c'est Idriss Déby, Itno, dont on a fêté il y a 2 jours, malheureusement, une année qu'il est parti. Il nous manque, monsieur Idriss Déby, Itno. S'il était là, les choses seraient un peu différentes pour nous, les Africains. Ça, c'est number one. Bon, Linda a parlé de l'Algérie, donc je ne vais pas y revenir parce qu'elle en sait plus que moi. L'autre chose, c'est quoi? C'est que non seulement ça intéresse à nous, mais nous avons une communauté sur place. Linda, justement, elle a parlé de... Il faut qu'ils votent. Ouais, pendant longtemps, comme si c'était... Il fallait faire profil bas. Non, il faut voter puisqu'ils sont français. Nous avons une diaspora. Hein, on a même des enfants qui sont nés français. Effectivement. Voilà. Et avec un passeport camerounais qui ne permet pas de voyager, c'est mieux qu'ils aient un passeport français. Ça ne veut pas dire que c'est un plaisir. Hein. Mais c'était des réalités de ce monde d'aujourd'hui. Et beaucoup de choses doivent changer en conséquence. Voilà. Alors, donc, j'ai donc un mot à dire. Et je dis que, et je reviens de ce que ton préalable, oui, c'est une tradition chez les Le Pen de faire les figurants. Le Pen et Macron sont des salariés, entre guillemets, du même employeur. Que ce soit Rothschild et la sous-représentation qu'on appelle le CRIF, ils travaillent pour les mêmes gens. Et la dédiabolisation qu'a menée Marine Le Pen. Ils travaillent pour les mêmes gens. Donc, en fait, quelque part, c'est bonnet, blanc, blanc, bonnet. C'était un jeu de rôle. Et là, c'était le même film qu'on nous rejoue, version numéro 2. Comme à Hollywood, ils font les versions. Version 1, c'était 2002, maintenant, 2017, maintenant, version 2. C'est tout. Les Le Pen, Jean-Marie Le Pen et Marine Le Pen ont fait le hold-up. Le père Le Pen a fait le hold-up du Front National. C'est pas lui qui a créé le Front National. On est parti le chercher. Et depuis que Jean-Marie Le Pen est là, ça fait 50 ans. Il n'y a que 2 Le Pen. Et c'est les seuls qui sont présidents du Front National, qui est devenu Rassemblement National. C'est une dictature qui ne dit pas son nom. Et pourquoi on accepte ça en France et on reproche ça aux Africains? 50 ans de dynastie Le Pen en France. Pourquoi les Français ne disent rien? Ils sont contents de cela? Ok, monsieur Macron. Voilà. Donc ça s'appelle une usurpation en termes de prétention en démocratie. Maintenant, pour monsieur Macron. Voilà notre usurpateur. Monsieur Macron, il y a 5 ans, il était élu en quoi? En rien du tout. Il avait quel élu? Rien du tout, même pas de parti politique, rien du tout. Comment ça se fait qu'il y a eu un temps de parole supérieur à des partis politiques déjà bien installés en France? Comment ça se fait, basé sur des sondages, bien sûr, menés par des gens qui l'ont installé, hein? Puisque c'est eux qui contrôlent les médias, qui contrôlent dans l'opinion, qui contrôlent les médias avec l'éducation qu'on a là-bas en France. Moi, je vous dis que je préférais avoir de mauvaises notes en histoire, hein, plutôt que réciter les bêtises. Parce que même étant jeune, je me rendais bien que c'était une histoire frauduleuse. Je n'allais pas répéter bêtement, juste pour avoir une bonne note. Non, les matières scientifiques, il n'y a pas de problème. Là-bas, il y a l'objectivité. Mais les matières littéraires, là, quand il fallait, je préfère avoir une mauvaise note. C'est pas grave. Les coefficients étaient assez forts, étant en matière scientifique, pour compenser avec ces matières scientifiques, mathématiques et sciences physiques. Donc, il n'y a pas de problème. Alors, donc je dis que M. Macron lui-même, c'est un usurpateur de pouvoir.
Parce qu'ils ne méritaient pas le temps de... Maintenant, le voilà. Ils ont, à partir du moment où Macron a eu son mandat, moi je savais que Macron n'aurait pas son mandat. Il ne devrait même pas avoir son mandat. Attali, il avait annoncé, et beaucoup de choses indiquaient, sa politique est catastrophique. Même pour les intérêts qu'il défend, sa politique est catastrophique. Je ne parle pas du peuple français, parce que franchement, Macron s'en fout du peuple français. Est-il même français lui-même? Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr que Macron soit français. Parce que tout montre, j'ai entendu tout à l'heure les arguments de mes prédécesseurs, tout montre qu'il est beaucoup plus affilié aux États-Unis. En tant que Young Leaders, Young American Leaders, et puis toutes ces affiliations, comment il a démantelé l'économie, l'industrie française. Le dernier en date, c'est Alstom, vendu aux Américains, revendu maintenant, une fois qu'ils ont fait leur plus-value et qu'ils ont pris les brevets. Mais ça, il explique ça très bien. Je ne suis pas le seul à le dire. Les Français même se rendent compte. Comment il a maltraité les gens sur le Covid, et il les a même pratiquement insultés, très méprisants. Alors les Français sont masochistes, ils vont revoter Macron. Non! Ce n'est pas les Français qui votent Macron. Peut-être qu'il y en a qui sont dans la cécité politique, c'est vrai, mais c'est un choix délibéré fait par les gens qui gèrent la France. Là, on est revenu à l'Amgot. L'Amgot que De Gaulle a refusé il y a 78 ans. L'Amgot, c'était le pouvoir en territoire occupé et qui devait être administré militairement par l'armée américaine. Ils l'ont fait au Japon, par exemple, avec MacArthur. C'est l'Amgot et De Gaulle a refusé. Et De Gaulle n'a pas refusé parce qu'il était très fort, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent. Hein. De Gaulle a refusé parce qu'il avait l'appui des Rothschild. On oublie que les Rothschild sont sur différents territoires. C'est une famille dispersée dans le monde. Et il y a les Rothschild aux États-Unis, les Rothschild en Angleterre, les plus puissants, certainement pas les Français. Les Rothschild en France, sous l'occupation, avaient perdu beaucoup de leur pouvoir. Et je rappelle que c'est un Rothschild qui a permis à De Gaulle d'aller en Angleterre. À savoir Georges Mandel, de son vrai nom, Louis de Rothschild. C'est Louis de Rothschild qui branche De Gaulle, et qui d'ailleurs était même un agent français. Anglais. Et nous connaissons son officier traitant, Pierce, il s'appelle. Général Pierce, qui traitait De Gaulle. Je ne plaisante pas. Il n'arrive pas comme ça et Churchill le reçoit. Non, parce que les Anglais savent qui est De Gaulle. Et d'ailleurs, au niveau même biologique, si on peut dire, De Gaulle a du sang anglo-saxon. Hein, parce que sa grand-mère est irlandaise. Il faut quand même le dire. Lui-même a des origines de Flandre. Donc, pour un Français pur souche, la Flandre, c'est plutôt proche de la Belgique. Donc, c'est un peu néerlandais. Ouais, ben, De Gaulle, c'est ça. Donc, il faut aussi le dire. Donc, tous ceux qui nous parlent de... Et quant aux Le Pen, eux sont bretons. Et je rappelle qu'au XVIe siècle, la Bretagne ne fait pas partie de la France. J'ai déjà eu l'occasion ici de parler de Bertrand du Guesclin, qui même était breton. Mais c'était un breton qui était plutôt du côté de la France. Voilà. Parce qu'il y a les bretons bretonnants et les bretons français. Ça aussi, il faut le savoir. Voilà. Et vous voyez les Bolloré, les Le Pen, ça c'est tous ces Bretons. Bon, je ne vais pas m'attaquer spécialement aux Bretons. Hein. Il y a aussi les Corses, les Alsaciens. On n'a rien contre les Bretons. Voilà. Non, j'ai dit que le tribalisme, on dit qu'il y a des tribus. Moi, je ne vois pas où sont les tribus en Afrique, mais il y a des tribus en Europe. Hein. En France, je vais citer quelques-unes, comme ça on est clair. Il y a les Bretons, leur langue n'a rien à voir avec le français, c'est une langue celtique. Voilà. Et c'est des envahisseurs, venaient d'Angleterre. Repoussés là-bas par les invasions vikings, les voilà revenus en France. Ils ont envahi. Là, il y avait les vrais Celtes, Gaulois. Eux sont d'autres Celtes d'Angleterre. D'où le mot breton. Puisque la Grande-Bretagne et la Petite-Bretagne. La Grande-Bretagne, c'est l'Angleterre qu'ils ont dû fuir. Et ils sont venus conquérir un autre territoire, qui est la Petite-Bretagne. Ils ne sont pas bretons pour rien. Bretons, c'est en rapport avec leurs origines britanniques. Voilà. Il y a les Bretons, dont j'ai dit, il y a les Alsaciens. Ça, c'est des peuples qui parlent des langues différentes, origines différentes. Il y a les Corses, et je signale, regardez la carte, la Corse est plus près de l'Italie que la France. Et la Sardaigne, qui fait partie de l'Italie, est plus au sud de la Corse plus au sud de l'Italie que la Corse. Parce que quand on est en Italie, on passe par la Corse avant d'arriver en Sardaigne. Et ils sont alignés, hein, c'est vraiment aligné. Et la France, c'est plus loin. Voilà, là, il y a les Corses, c'est pas des Français, pure souche, hein, on dit des choses, voilà. Et puis ils sont devenus Français bien avant les Antillais, parce que les Antillais étaient déjà un territoire français. Bien sûr que nous, on aimerait qu'ils soient indépendants, mais je parle de l'histoire, alors que les Corses étaient sous occupation génoise. Et il a fallu Bonaparte pour le réaffirmer. D'abord, le roi de France a acheté le territoire pour pas cher, aux Génois, et il a fallu Bonaparte maintenant pour l'affilier comme territoire français, associé à la France. Voilà. Et il y a les Corses, il y a les Picards, au nord, ils parlent notre langue. Il y a les gens de la Flandre même, dont des Néerlandais, qui sont au nord de la France, dans la région de Lille, voilà, proche de la Belgique, et sans compter tous les Provençaux. Bon, je veux dire, et les Savoyards, qui sont plutôt près de l'Italie, les montagnards, là. Maintenant, ça fait combien de tribus que j'ai citées, là? Ça fait déjà beaucoup, non? Alors, pourquoi ils ont une façon de voir l'Afrique émiettée, et les Africains l'acceptent,
Alors qu'eux sont de vrais émiettés. Et j'ai oublié les Catalans. Il y a les Basques. Et les Catalans. Il y a des Catalans en France aussi. Et les Basques. Mais attends, mais la liste est longue. Hein. Et c'est des langues différentes. Je signale que les Bretons, jusque dans les années 50, ils étaient interdits de parler français. Si tu parles de breton, excusez-moi. Si tu parlais breton, tu mettais en prison. Et les enfants les tabassaient pour ça. Et il y a eu le Front de libération de la Bretagne. C'est pas seulement les Corses et les Basques. Il y a eu un front qui mettait les bombes. J'ai connu ça jusque dans les 70. Donc ça, c'est pour rappeler les choses. Donc, pour revenir maintenant à cette élection, pour moi, c'est bonnet blanc, blanc. Macron a pleuré. Il y a eu la guerre en Ukraine, qui est depuis longtemps. Il y a le fait que c'est quelqu'un qui est... comment on appelle ça là, il a des conflits d'intérêts. Parce que quand on a parlé des vaccins là, Macron a sa part dans les vaccins. Donc il ne fait pas ça gratuit parce qu'il a aussi une petite part qui lui revient. Il y a les conflits d'intérêts. Donc dans ce courant mondialiste que Youmbi et Batenguene ont rappelé avant moi, ils ont finalement trouvé que Macron méritait d'être leur candidat et même d'être élu finalement. Élu parce que c'est eux qui le choisissent. Hein. En Égypte, un pharaon, et c'était Penré, c'est un choix de Dieu, mais et là c'était Pen Rothschild des consorts. Hein. C'est-à-dire que c'est eux qui choisissent. Hein. C'est pas le peuple français. Moi, je dis à mes enfants, le bulletin, vous mettez dans l'urne là, quelle que soit sa couleur, franchement, c'est juste pour passer le temps, quoi. Parce que les choix sont déjà faits. Macron, la veille, il a fait 2 discours, souvenez-vous, à la limite, la date limite, la veille, où il y avait clôture, c'est-à-dire que sinon les forecloses, sa candidature foreclose, n'est-ce pas? Et Macron avait fait un discours la veille, et un discours l'avant-veille. L'avant-veille, il a fini en pleurant, en rappelant que les élections, c'est pour bientôt. Et je pense que c'est cette nuit-là qu'on lui a donné l'équitus. Maintenant, tu peux te présenter. Le lendemain, le voilà à la télé pour dire je me présente. Effectivement. Voilà. Parce qu'il faut rappeler qu'il a déposé d'ailleurs son dossier de candidature. Le dernier C'est parce qu'il attend qu'on lui donne l'autorisation. Le président Badrena a souvent l'habitude de rappeler ici que Macron est une propriété privée des Rothschild. Il fallait qu'on lui donne l'autorisation. Sans cette autorisation, comme ça a été le cas pour l'autre, il n'aurait jamais été candidat. Donc à partir du moment où il a l'autorisation, ça veut dire que c'est leur choix. Donc Macron sera président de la République de la France, que les Français le veuillent ou pas, dès dimanche soir à 20h. Et Madame Le Pen n'a jamais vu. Regardez même, vous l'avez dit, elle n'attaque pas alors que le monsieur a un bilan, pourquoi elle ne parle pas de ça, elle ne touche pas à ça. Avec beaucoup de casseroles. Beaucoup de casseroles, même McKinsey, même les gilets jaunes, ça n'a pas existé, la crise Covid, tout ça. Elle avait des billes pour réveiller le peuple, non? Et même au niveau, quand Macron dit que j'ai fait mieux, j'ai donné du travail et tout et tout. Quel travail, Macron? Puisque les infirmières, tous ceux qui travaillaient à l'hôpital, qui ont été licenciés parce qu'ils ne sont pas vaccinés, ne sont pas recrutés. Ça fait autant de chômeurs en plus. Tu me dis que tu as fait 4% de chômeurs en moins, alors qu'il y a plutôt des chômeurs en plus, tous ceux que tu ne réembauches pas dans la fonction publique. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc c'est un tricheur. Marine Le Pen connaît tout ça. Pourquoi elle ne dit rien? Même quand Zemmour l'attaquait, parce que Zemmour c'est un autre pion qu'on a utilisé, hein, vous comprenez? Est-ce qu'elle disait rien? Elle est comme son papa. Monsieur Le Pen n'a jamais voulu. Ils ont fait hold-up sur le Front National, qui est devenu Rassemblement National. Leur seule chose c'est de faire fortune. Et je suis prêt à parier que Marine Le Pen sera remerciée. C'est-à-dire qu'on lui fera des cadeaux. Elle aura un poste peut-être quelque part. Une fois qu'elle va abandonner le Front National, écoutez bien, à Jordan Bardella, le petit jeune là. Voilà, elle va quitter, elle va faire autre chose. Madame Le Pen n'est pas là pour être présidente. Elle-même se moque des Français finalement. Elle veille que sur sa fortune. Sinon, ce débat aurait pris une autre tenue à son avantage. Et là, ça aurait été visible que l'élection est truquée. Vous voyez? C'est pas ce qu'elle fait. Elle fait le jeu. Parce que c'est le sparring partner de Macron. C'est tout. Il faut donner l'impression qu'il y a un choix des Français. Donc c'est aux Français d'ouvrir les yeux. Et nous ne pouvons pas nous avons notre diaspora là-bas. Et puis nous sommes des humains, hein. Nous nous inquiétons aussi quand même du sort des Français qui sont des humains, qu'on manipule. Et Cheikh Anta Diop nous a laissé quelque chose qu'on doit respecter quand même, parce que c'est une grande lumière en Afrique. Il a dit, on se libère des colons occidentaux, mais après il faut qu'on les libère eux-mêmes de leur esprit colonialiste. Donc ce devoir, on ne va pas l'abandonner. Donc nous nous intéressons de près à cette élection. Et nous disons une chose. Ce que Cheikh a dit est vrai, Cheikh Anta Diop. Ça dit qu'une fois que nous on est libérés, parce qu'on va se libérer, hein, vous inquiétez pas, ça c'est garanti, on n'est plus là pour se laisser faire, on va libérer les Français. Et tous les autres, les Occidentaux. Parce que c'est toujours nous là-bas. Leurs ancêtres ont quitté l'Afrique pour aller là-bas. Et nous ne sommes pas comme eux, où on considère qu'il y a les sous-hommes, les sous-humains, les ceci. Non, pour nous tout le monde est humain. Et donc, partout où il y a l'humain, ça nous intéresse. Merci à vous, professeur Jean-Paul Mbelek. Eh bien, on va aller de l'autre côté pour retrouver Issa Diawara. Je ne sais pas si la connexion est déjà bonne avec lui. Issa Diawara est là? Eh bien, cher Issa Diawara, on va sortir de cette première thématique avec vous avec une question toute simple. Après avoir écouté
les avis des uns et des autres sur ce plateau également. De l'autre côté, Linda Larbaoui, est-ce que vous pensez que dimanche, on peut avoir une surprise lors de la fin de cette élection? Bonsoir à vous, bonsoir à tous ceux qui sont au plateau avec vous. Bonsoir à Linda et à tous les panélistes, à tous les panafricanistes qui nous suivent. En fait, moi, je ne vois pas de surprise du moment où c'est soit Macron qui est élu ou bien Marine Le Pen. Et de ces deux, il n'y a pas de surprise. Ce sont les fruits d'un système qui a été mûrement préparé pendant longtemps. Vous savez, par contre, cette élection démontre les insuffisances de la démocratie française. Cette démocratie que la France a voulu imposer à une bonne partie de l'Afrique. Quelle démocratie pour un pays où les grands partis s'endettent auprès des banques, y compris des banques établies à l'étranger. C'est étonnant. Malgré cette fausse démocratie, en tout cas, ces multipartismes qui nous ont apporté ici à leur manière, je rappelle à M. Macron et à Mme Le Pen qu'aucun parti politique du Mali ne part s'endetter dans un pays étranger. Ici, Dieu merci, il y a un financement public pour les partis politiques. Maintenant, qu'est-ce que les Africains doivent attendre d'une élection où les gens sont élus pour leur souffrance? Là aussi, c'est un autre point du bémol. C'est comme si vous demandez l'avis de l'herbivore à une élection entre des félins. Les félins de même espèce. Une hyène, qu'il soit blanche ou noire, c'est toujours une hyène. Elle est faite pour dévorer les chèvres, les moutons et autres espèces et autres animaux. Ce que je retiens de ces deux candidats. D'abord, les deux candidats sont d'accord sur beaucoup de points. Expansion de la francophonie. C'est la colonisation qui va continuer. Aucun mot sur le franc CFA. Aucun mot à l'encontre du trésor français. Contre le vol et des devises africaines. Aucun mot sur la présence des bases militaires de la France dans des pays étrangers, dans d'autres pays, notamment l'Afrique et le Sahel ici. Aucun mot sur la concurrence déloyale des entreprises françaises en Afrique. Nous savons comment Arrevantier ces marchés. Nous savons comment Bolloré a ces marchés. Aucun mot là-dessus. Parce qu'il s'agit des intérêts de la France. Donc les deux, ce sont des pierres. Aucune condamnation des crimes de guerre, des ventes et des armes de la France en Afrique. Tous les prétextes pour créer des guerres, pour vendre des armes en Afrique, pour faire venir à la tête des États africains, des farfelis qui vont se livrer à une guerre fratricide pour s'entretuer. Aucun mot là-dessus. Aucune condamnation de leur ingérence sur toutes ces formes en Afrique. Aucune ingérence, aucune condamnation. Pas d'excuses prévues. Je rappelle que le guide Kadhafi avait obligé l'Italie à présenter des excuses publiques pour la sauvagerie qui était la colonisation. Aucun de ces deux candidats ne prévoit cela. Et ce qui paraît un peu des points de divergence entre les deux. Macron étant le fruit de l'Europe, parce qu'il est en mission de l'Europe carrément, veut une nouvelle alliance Afrique-Europe. Donc Macron, on comprend tout de suite qu'il casse la souveraineté de la France au profit de l'Europe. De l'autre côté, Marine Le Pen propose de créer une union francophone pour une politique de co-développement entre l'Afrique francophone et la France. Il n'y a pas de co-développement entre la France et nous. Nous ne sommes pas obligés de nous développer ensemble. Emmanuel Macron demande d'appliquer la feuille de route du sommet de février de l'Union européenne et de l'Union africaine. Vous voyez que Macron, c'est purement le fruit de l'Europe, des multinationales. Et lui, son combat phare, c'est d'abord l'Europe. Et lui, c'est même Emmanuel Macron. Il dit qu'il veut finir avec les conséquences de la colonisation. Mais la contradiction dans son programme, c'est quoi? Il veut finir avec les conséquences de la colonisation tout en voulant faire du français la première langue d'Afrique, comme il a eu à le dire en 2017. C'est ce qu'on ne comprend pas. C'est-à-dire qu'il veut tuer nous, nos langues. Comme l'autre là, un personnage le dit dans la carte d'identité de l'écrivain ivoirien Jean-Marie Adjafi, que nous, nos langues sont comme des sifflements de serpents. C'est ce qu'il veut dire. Or, nous, nos langues sont plus anciennes que le français, qui est du Moyen-Âge tout près. Et de l'autre côté, Marine Le Pen,
comme l'a dit Madame Linda, Madame Le Pen veut non seulement débarrasser la France des Africains, mais veut aussi piller encore l'Afrique pour les Français. C'est pourquoi elle met en avant le partenariat militaire, de même qu'Emmanuel Macron. Mais il y a quel partenariat militaire avec des pays où tu ne veux pas de ressortissants chez toi? Mais c'est l'incohérence totale. Et ensuite, elle dit qu'elle veut expulser les clandestins. Elle veut mettre fin à cette histoire de réduire les visas, mettre fin au droit des sols. Mais en faisant tout cela, nous disons simplement que c'est une élection entre fauves, une élection des félins, et que peut-être nous autres, nous n'avons pas trop à nous mêler de cela. Par contre, nous devons nous préparer, nous devons nous argumenter, nous devons être solides pour le contrecarrer, tout comme un buffle solide peut tenir tête à certaines fauves. C'est à quoi nous devons nous préparer. Nous devons être prêts. C'est dès là, quel qu'en soit de lui, ça serait au détriment de l'Afrique, c'est contre l'Afrique, aux Africains de se retrouver, d'être forts, et ça arrive, je pense que nous pourrons tenir le coup. Merci. Merci à vous également, cher Issa. Eh bien, on a fait en tout cas le tour avec chacun d'entre vous de cette première thématique. On va prendre une légère respiration pour revenir sur ce plateau et parler de la deuxième thématique qui nous intéresse ce soir.